Je me réveille en sursaut, le cœur battant. L'appartement est plongé dans une obscurité étouffante. Plus d'électricité, plus d'internet, plus rien. Juste un silence lourd, comme si la ville retenait son souffle. Cela fait 3 jours que Camille et Ethan, ma femme et mon fils, ont été évacués vers un centre de secours. Moi, j'ai choisi de rester, pour surveiller la maison. Une décision que je commence à regretter amèrement. Je me lève vacillant un instant. Chaque mouvement semble plus lourd qu'il ne devrait l'être. La faim, le stress. Je décide de fouiller l'appartement, plus pour m'occuper l'esprit que pour chercher quoi que ce soit de précis. Rien n'a changé. Juste ce silence, ce vide. Je fixe la photo de Camille et Ethan sur la table basse. Leur absence c'est comme un poids invisible qui m'écrase un peu plus chaque jour. Pourquoi ai-je cru que rester ici était une bonne idée ? Je me souviens encore de cette soirée où tout a basculé. Les alarmes, les alertes contradictoires, puis l'explosion. Une usine chimique à quelques kilomètres d'ici. L'air était devenu irrespirable, les gens couraient dans tous les sens. Camille et Ethan étaient paniqués. J'ai fait de mon mieux pour les rassurer. Je les ai accompagnés jusqu'au bus d'évacuation. Je revois encore les larmes dans les yeux d'Ethan quand il m'a supplié de venir. « Va avec eux, papa, on a besoin de toi », m'avait dit Ethan. Mais je suis resté. Une décision stupide. Chaque souvenir de cette nuit m'accable un peu plus. Et cette dernière image de Camille, me regardant par la fenêtre du bus, ne cesse de hanter mes nuits. En cherchant un peu d'espoir, je tombe sur une lettre glissée sous ma porte. C'est Antoine, mon voisin étudiant en médecine. Il écrit qu'il part pour un point de rassemblement en ville et m'invite à le rejoindre si je le peux. Je me rappelle nos discussions tardives, lui qui parlait toujours de ses rêves, de sauver des vies. J'aurais dû lui parler davantage avant tout cela. Je m'en veux d'avoir souvent esquivé ses invitations sous prétexte de travail. Maintenant, je suis seul, avec cette lettre comme seule connexion humaine. Antoine représente peut-être une lueur d'espoir. Je rassemble mon courage et quitte enfin l'appartement. Les rues que je connais si bien sont méconnaissables. Voitures calcinées, vitrines brisées, des traces de chaos partout. Une odeur chimique flotte dans l'air. Cela me retourne l'estomac. Le ciel est gris, opaque, comme si la ville était enveloppée dans un linceul. Sur un mur, quelqu'un a peint en lettres rouges. Ne faites pas confiance. Je ne sais pas à quoi ou à qui ce message fait référence, mais il éveille en moi une paranoïa que je peine à contenir. Je m'interroge sur ceux qui ont laissé ce message. Des survivants, des fous, mon imagination s'emballe. Chaque pas est un combat. Je sens la peur monter en moi, mais je la refoule. Camille et Ethan sont tout ce qui compte. Ils doivent être en sécurité, n'est-ce pas ? J'essaie de m'accrocher à cette pensée comme à une bouée dans une mer agitée. Je ferme les yeux une seconde et murmure une prière silencieuse. Je n'ai jamais été un homme très croyant, mais aujourd'hui, je m'accroche à tout ce qui peut m'aider à avancer. J'essaie de chasser ces images terrifiantes de ce qui pourrait leur être arrivé. Au détour d'une rue, je croise un petit groupe de survivants. Ils fouillent les débris d'un magasin. L'un d'eux, un homme à l'air menaçant, me regarde droit dans les yeux. « Ne reste pas ici, pars tant que tu peux. » Je tente de poser des questions, mais il m'ignore. Une femme à ses côtés murmure « Ils arrivent la nuit. » Qui ils ? Je n'ose pas demander. Je reprends ma route, le cœur lourd. Chaque regard que je croise est empreint de méfiance. Nous sommes tous des étrangers maintenant, prisonniers d'une peur commune. En traversant un parc, je découvre un transistor abandonné. Par miracle, il fonctionne encore. Une voix mécanique explique que la catastrophe a été causée par une réaction en chaîne suite à des expériences industrielles non autorisées. Les mots « contamination biologique » sont mentionnés et mon sang se glace. Un frisson me parcourt. Cette usine à l'origine du chaos, ce n'était pas un accident. Quelque chose de bien plus sinistre est en jeu. La voix s'éteint soudain, laissant un vide encore plus oppressant. Je serre dans ma main la carte froissée qu'Antoine a laissée. Je dois aller à ce point de rassemblement. Peut-être qu'il est encore là. Peut-être qu'il a des informations. Chaque pas vers l'avant est une décision de vivre. Rester immobile signifie mourir. L'idée de rester ici me terrifie plus que l'inconnu qui m'attend dehors. Je décide d'avancer, quoi qu'il en coûte. Mes jambes tremblent, mais je les oblige à continuer. Je trouve un supermarché abandonné. La plupart des étagères sont vides, mais je mets la main sur une bouteille d'eau, quelques barres énergétiques et un vieux couteau de cuisine. Cela ne suffit pas, mais c'est mieux que rien. Dans l'ombre, je crois voir une silhouette. Je préfère ne pas vérifier. Mon instinct me dit de partir. Ce supermarché, autrefois si familier, est devenu une zone hostile où chaque ombre semble prête à m'engloutir. En chemin, je rencontre une adolescente. Elle dit s'appeler Zoé.
Elle cherche son frère et me convainc de l'accompagner. Elle sait des choses sur cette ville, sur les zones interdites. Elle me raconte avoir vu des soldats transporter des corps, leurs visages cachés sous des draps. Sa voix tremble quand elle parle. Cette ville cache bien plus que je n'aurais pu imaginer. Zoé est jeune, mais son regard porte la même peur que la mienne. Nous traversons un tunnel sombre. Les murs sont humides et une odeur de moisissure nous enveloppe. Soudain, des grognements résonnent dans l'obscurité. Mon cœur s'arrête. Zoé me tire par le bras et nous nous cachons derrière un amas de débris. Une créature passe rapidement, sa silhouette étrangement déformée. Trop rapide pour que je puisse distinguer clairement ce que c'est. Le bruit de ses pas s'éloigne. Je n'ai jamais ressenti une peur pareille. Zoé murmure « C'était quoi ça ?» Je n'ai pas de réponse. Nous continuons à avancer jusqu'à tomber sur une salle de contrôle abandonnée, en plein milieu d'un vieux complexe industriel. Les murs sont tachés de rouille et le sol est jonché de papier. Je repère une vidéo qui tourne encore sur un écran fissuré. Des employés paniqués s'agitent dans ce qui ressemble à un laboratoire. Une voix froide évoque un test de confinement. Les images montrent des créatures qui se tordent et mutent. Mon estomac se noue. Zoé, elle, fixe l'écran, figée. Ils ont joué avec des choses qu'ils ne comprenaient pas, murmure-t-elle. Je récupère quelques documents éparpillés, mais ils sont incomplets. Cependant, un nom revient souvent. Projet Genèse. La révélation de ces informations bouleverse mes priorités. Je ne peux plus ignorer la gravité de la situation. Zoé parle d'un abri dont elle a entendu parler, mais elle doute qu'il soit sûr. Les soldats y ramenaient des corps, dit-elle, ses yeux grands ouverts de terreur. Je décide pourtant que je dois trouver Antoine. Peut-être qu'il sait quelque chose qui pourrait nous aider. Nous choisissons de poursuivre notre chemin ensemble, malgré nos doutes. Chaque décision est une question de survie. Alors que nous longeons une ancienne voie ferrée, un bruit de grincement m'alerte. Une créature émerge des ombres, ses membres tordus et couverts de plaies. Son regard est vide, mais son agressivité est palpable. Zoé hurle. Je réagis par instinct, saisissant le couteau que j'ai trouvé plus tôt. La confrontation est brutale et chaotique. Je parviens à blesser la créature, mais pas avant qu'elle ne morde mon bras. Une douleur aiguë me traverse, mais je ne cède pas. Zoé m'aide à repousser la créature en la frappant avec une barre de fer qu'elle trouve à proximité. Finalement, elle s'effondre, immobile. Nous reprenons notre souffle, conscients que le danger est loin d'être terminé. Nous trouvons un endroit relativement sûr pour nous reposer un moment. Mon bras me lance terriblement, et je m'inquiète de l'infection. Zoé déchire un morceau de son pull pour improviser un bandage. « Merci » dis-je, ma voix tremblante. Pendant ce moment de répit, je lui parle de Camille et Ethan, de ma culpabilité de les avoir laissés partir sans moi. Zoé, en retour, partage ses peurs. Elle ne sait pas si son frère est vivant, mais elle refuse d'abandonner l'espoir. Nos histoires nous rapprochent et renforcent notre détermination. En explorant les alentours, nous tombons sur un poste de sécurité désert. Une carte des zones interdites est affichée sur le mur. Elle révèle plusieurs lieux stratégiques, dont un centre de commandement où nous pourrions trouver des informations sur ce qui s'est passé. Cette découverte redonne un peu d'espoir à Zoé, mais je reste prudent. Plus nous nous approchons de la vérité, plus le danger grandit. En suivant la carte, nous atteignons un vieux complexe industriel. L'atmosphère y est lourde, presque suffocante. Nous entendons des bruits étranges, des gémissements, des pas traînants. Derrière une grande grille, nous voyons des survivants enfermés. Ils sont gardés par des créatures mutées, semblables à celles que nous avons affrontées plus tôt. Zoé pointe un symbole militaire peint sur les murs. « C'était eux, ça » murmure-t-elle. Je sais que nous ne pouvons pas les laisser là. Ensemble, nous élaborons un plan pour infiltrer le complexe et libérer les captifs. Nous trouvons une entrée discrète, mais cela demande de prendre des risques énormes. Nous nous séparons temporairement pour maximiser nos chances. Zoé déclenche une distraction en frappant sur des tuyaux, tandis que je m'introduis dans la zone des cages. Mon cœur bat à tout rompre. Je parviens à ouvrir les cages, mais les créatures nous repèrent. Une course effrénée s'engage. Zoé rejoint les captifs pour les guider vers la sortie, pendant que je tente de retenir les monstres. L'un d'eux m'attaque violemment et je suis grièvement blessé. La douleur est insupportable, mais je tiens bon. Je parviens à m'enfuir de justesse et rejoins le groupe à l'extérieur. Finalement, nous trouvons un abri sécurisé où nous pouvons nous regrouper. Camille et Ethan sont là. Les voir me remplit d'une joie indescriptible. Je les serre contre moi, ignorant la douleur de mes blessures. Zoé, cependant, annonce qu'elle repartira pour chercher son frère. Je lui promets que si je survis à cette nuit, je viendrai l'aider. Elle hoche la tête, les larmes aux yeux.
Alors que nous nous préparons à quitter cet endroit pour de bon, une chose est claire, je ne laisserai plus jamais ma famille derrière moi. Le combat n'est pas terminé, mais nous avons retrouvé une raison de croire en demain.